Bonjour et bienvenue à la présentation sur les discussions préalables à l'examen du rendement et à l'attribution des cotes. Cette présentation a été élaborée pour vous informer de vos responsabilités en tant que gestionnaire et pour vous guider dans l'évaluation du rendement au sein de vos équipes. La présentation d'aujourd'hui s'adresse aux gestionnaires du personnel non cadre. Nous commencerons par examiner le but et les avantages des discussions préalables. Ensuite, nous examinerons les éléments clés à prendre en considération pour garantir que tous les membres de l'équipe de gestion ont une compréhension et une approche commune de l'évaluation du rendement des employés à la fin de l'exercice. Enfin, nous vous présenterons des ressources utiles pour vous aider dans cet exercice. Alors, qu'est-ce que les discussions préalables? Il s'agit de sessions de planification proactive destinées aux équipes de gestion afin de s'assurer que tous soient sur la même longueur d'onde avant que les évaluations du rendement des employés n'aient lieu. Maintenant, le but des discussions préalables. Les discussions aident les équipes de gestion à clarifier les attentes, à se préparer et à planifier les évaluations du rendement de fin d'exercice. Elles permettent de s'assurer que l'équipe de gestion a une compréhension et une approche commune des échelles de cotation. Les discussions comprennent une réflexion sur le contexte opérationnel de l'année précédente. Grâce à ces discussions, nous améliorons la transparence et l'équité au sein des équipes de gestion et du ministère. Les résultats attendus de la directive sur la gestion du rendement du secrétariat du Conseil du Trésor sont de promouvoir une approche cohérente dans l'ensemble du ministère de la fonction publique, de réduire les préjugés potentiels, de permettre de connaître le point de vue des collègues sur les questions relatives à la gestion du rendement et de favoriser une responsabilité partagée pour des normes communes lors de l'attribution des cotes. Les discussions se concentrent sur 4 domaines clés. Tout d'abord, le contexte opérationnel. Ensuite, les approches et les problèmes courants, les préjugés. Puis l'application de l'échelle de cotation pour les objectifs de travail, le quoi. Et enfin, l'application de l'échelle de cotation pour les compétences essentielles. Non seulement les employés doivent atteindre leurs objectifs de travail, mais la manière dont ils y parviennent est tout aussi importante. Tout d'abord, approfondissons un peu sur le sujet du contexte opérationnel de l'équipe, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir au déroulement de l'année écoulée. Les objectifs opérationnels globaux du plan de travail ont-ils été atteints? Des ajustements ont-ils été apportés en cours de route et si oui, lesquels? Avons-nous connu une crise ou un obstacle qui aurait pu entraîner une modification de nos priorités de travail? Qu'est-ce qui a contribué au succès ou aux échecs? Et dans quelle mesure les employés sont-ils responsables? Les équipes de gestion doivent réfléchir à ce qui aurait pu avoir un impact sur leur programme ou prestations de services. Les incendies de forêt de l'été ou, comme les années précédentes, la pandémie de COVID-19 en sont des exemples. Est-ce que certains membres de votre équipe n'ont pas été en mesure d'atteindre les objectifs spécifiques en raison des incendies? Et ainsi de suite. Un autre élément clé à aborder est celui des approches et problèmes courants, ce qui implique de discuter des préjugés et de la manière dont ils peuvent potentiellement influencer la façon dont nous évaluons le rendement d'un employé. C'est le cas, par exemple, d'un employé qui travaille à distance. Un préjugé potentiel susceptible d'influencer l'évaluation de son rendement pourrait être le préjugé de visibilité. Certains gestionnaires peuvent avoir tendance à moins bien coter les employés à distance parce qu'ils ne les voient pas aussi souvent que ceux qui sont au bureau. On suppose souvent qu'ils sont moins productifs. Un autre exemple pourrait concerner le préjugé de récence. Ce préjugé se produit lorsque l'évaluation d'un employé par un gestionnaire est influencée par les événements ou le rendement le plus récent,
Par exemple, si un employé a connu une période difficile au cours des dernières semaines précédant l'entretien d'évaluation, le gestionnaire risque de se concentrer sur cet événement et de négliger le rendement global de l'employé sur l'ensemble de l'année. Certains gestionnaires estiment que les nouveaux employés ne devraient pas s'attendre à recevoir plus qu'une mention « réussi moins » parce qu'on ne devrait pas s'attendre à ce qu'ils fonctionnent à pleine capacité étant donné qu'ils sont en phase d'apprentissage. D'autres gestionnaires soutiendraient que la dotation est basée sur le mérite et que les nouveaux employés sont recrutés en partant du principe qu'ils sont capables de faire le travail lors de leur nomination. En tant qu'équipe de gestion, assurez-vous que vous avez une compréhension commune de la manière d'évaluer les nouveaux employés qui sont en phase d'apprentissage. Un autre exemple est la tendance centrale. Certains pensent que chaque employé devrait recevoir la cote réussie. Il s'agit là d'un exemple où l'on ne veut pas courir de risques. Ça ne rend pas service aux employés puisque ça minimise les réalisations des employés exceptionnels et ça ne tient pas compte de ceux dont le rendement est inférieur à la moyenne et qui ont besoin de conseils ou de soutien supplémentaires. Veillez à ce que chaque employé soit évalué en fonction de ses propres mérites. Donc, en résumé, soyez conscient de vos préjugés et de leur impact potentiel sur votre équipe. Pour d'autres exemples, nous recommandons une lecture rapide des différents types de préjugés inconscients dans la section fin d'exercice de notre site intranet. L'École de la fonction publique du Canada dispose également d'excellentes ressources de sensibilisation. Les liens sont inclus dans notre site intranet. Passons maintenant à l'application de l'échelle de cotation pour les objectifs de travail. Ceci représente les résultats et les réalisations attendues pour les objectifs de travail. Il s'agit de ce que les employés ont accompli, leur réalisation. Les employés occupant des fonctions similaires et ayant des objectifs de travail et des indicateurs similaires devraient recevoir les mêmes cotes pour un même niveau de réussite. Alors, comment pouvons-nous y parvenir? En ayant des discussions préalables avant d'évaluer et d'attribuer des cotes aux employés. Cette échelle de cotation en 5 points a été élaborée par le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. L'équipe de gestion doit parvenir à une compréhension commune de l'application de l'échelle de cotation. Il est essentiel que les équipes lisent et comprennent ces définitions afin d'accroître la transparence et l'équité. N'a pas atteint. Lorsqu'un employé obtient la cote n'a pas atteint, le gestionnaire doit consulter le service des relations de travail et un plan d'amélioration du rendement est nécessaire et sera automatiquement généré par l'application de gestion du rendement de la fonction publique. Réussit moins. L'employé rencontre certains des objectifs de travail, mais pas tous. L'employé a du potentiel, mais a besoin d'aide dans certains domaines. En ce qui a trait à réussi, c'est important de bien comprendre que c'est ce que nous visons. Ça signifie que le rendement de l'employé répond pleinement à toutes les attentes. L'employé fait son travail et atteint tous les objectifs qui lui sont assignés. Il s'agit d'un bon employé. Réussi plus suggère que le rendement de l'employé dépasse les attentes et génère constamment des résultats supérieurs à ceux requis pour le poste. L'employé dépasse ses objectifs de travail tout en ayant besoin de moins d'instruction et de soutien que son niveau. Surpasser. L'employé apporte une contribution exceptionnelle à l'atteinte des objectifs stratégiques de l'organisation. L'employé est un modèle. Voici quelques exemples de description des cotes pour les objectifs de travail fournis par le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
Un lien à la fin de cette présentation vous renvoie à leur page intranet afin que vous puissiez prendre le temps de les assimiler. Lors de l'évaluation des objectifs de travail, le gestionnaire s'intéresse à la cohérence avec laquelle l'employé atteint ou dépasse les indicateurs de rendement. N'a pas réussi s'applique lorsque le travail n'est pas achevé dans les délais et qu'il contient des inexactitudes critiques. Dans ces situations, il y a des conséquences négatives importantes sur les résultats de l'équipe. Lorsque le rendement d'un employé nécessite souvent des révisions et des corrections, ou que l'employé a eu besoin de conseils supplémentaires pour atteindre les objectifs de travail au-delà de ce qui est normalement attendu pour son niveau, la cote réussie moins peut être attribuée. Lorsqu'un employé a atteint les objectifs de travail dans les délais prescrits et que les résultats ont eu un impact clair et positif sur les objectifs de l'organisation, ça représente la cote réussie. Il s'agit d'un score parfait. Lorsque le travail d'un employé a dépassé les indicateurs et les normes ou n'a nécessité que très peu de révisions ou de changements mineurs, moins que prévu, et que les résultats ont eu un effet positif direct et significatif sur la réalisation et ou les objectifs de l'unité de travail, de l'organisation ou du ministère, ça représente la cote réussie plus. Le travail des employés qui reçoivent la cote surpassée est minutieux, exempt d'erreurs et sert de modèle aux autres. Cette cote s'applique lorsque le résultat a eu un impact très important et a joué un rôle essentiel dans la réalisation d'objectifs cruciaux pour l'unité de travail, l'organisation ou le ministère. Voici quelques questions pour engager les discussions des équipes de gestion sur les objectifs de travail. Gardez en tête que pour chaque question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Compte tenu du contexte opérationnel, certains objectifs de travail étaient-ils plus importants que d'autres au sein de votre unité de travail? Quelle est votre approche dans le cas où un employé ne parvient pas à atteindre un élément non critique? Ceci est particulièrement important lorsqu'il existe des objectifs communs. Compte tenu de vos discussions sur le contexte de votre activité au cours de l'année écoulée, est-il possible qu'un employé n'atteigne pas un objectif de travail tout en recevant une cote globale de réussi ou réussi plus? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Quel type de documents ou de preuves utiliseriez-vous pour évaluer équitablement les indicateurs? Des indicateurs communs devraient être utilisés lors de l'évaluation. Finalement, les compétences. Les gestionnaires doivent attribuer 2 cotes à chacun de leurs employés. La première s'applique aux objectifs de travail et la seconde à la démonstration des compétences essentielles. Ces 2 cotes sont utilisées pour calculer la cote du rendement global. Comment les employés effectuent leur travail est tout aussi important que ce qu'ils font. Il existe 4 types de compétences au sein de la fonction publique. Les compétences essentielles sont obligatoires pour tous les employés de la fonction publique. Les compétences fonctionnelles sont les compétences que doit posséder un groupe particulier d'employés. Par exemple, les agents du service à la clientèle, les spécialistes des finances, les analystes de programmes ou les professionnels des ressources humaines. Elles sont déterminées par le gestionnaire ou l'organisation au début de l'année lorsqu'elles sont jugées nécessaires. Alors que les compétences techniques sont les compétences propres à un travail en particulier. Elles sont définies par le gestionnaire ou l'organisation en fonction de la nécessité d'un rôle particulier. À titre d'exemple, on peut citer la maîtrise des logiciels et outils de gestion financière pour l'analyste financier ou la capacité à utiliser des logiciels statistiques pour l'analyste de données. Les compétences en matière de technologie de l'information peuvent inclure la maîtrise de langages de programmation tels que Java.
Finalement, les compétences clés en leadership décrivent les comportements attendus des cadres supérieurs au sein de la fonction publique. Elles peuvent être utilisées pour les gestionnaires et les superviseurs. Les gestionnaires et les superviseurs doivent clarifier leurs attentes liées aux compétences au début de l'année et les documenter dans l'entente de rendement des employés. Il est important de discuter de la manière dont ces compétences se manifestent sur le lieu de travail dans le contexte de vos unités de travail. Bien que les caractéristiques comportementales de chaque compétence soient suivies tout au long de l'année, elles seront réexaminées à la mi-exercice et seules les compétences essentielles seront prises en compte dans l'évaluation globale de fin d'exercice. Tout comme le tableau des objectifs de travail, voici ce que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a élaboré pour les compétences essentielles. Tous deux utilisent la même échelle de cotation en 5 points, de n'a pas atteint à surpassé. Pour les compétences essentielles, l'échelle de cotation est basée sur la fréquence et sur le type de situation dans lesquelles un comportement efficace est démontré. Par fréquence, nous faisons référence à comment souvent le comportement se manifeste. Et par type de situation, nous nous référons au contexte dans lequel le travail a été effectué. S'agissait-il d'une situation quotidienne, typique, ou d'une situation nouvelle ou difficile? La cote n'a pas atteint est donnée lorsqu'un employé a rarement ou n'a jamais manifesté de comportement efficace. Dans cette situation, le gestionnaire doit consulter le service des relations de travail. Un plan d'amélioration du rendement est nécessaire et sera automatiquement généré par l'application de gestion du rendement de la fonction publique. Dans le cas de réussi moins, cette cote est attribuée lorsqu'un employé fait preuve de comportement efficace de manière irrégulière dans des situations quotidiennes typiques. L'employé a du potentiel, mais a besoin d'aide dans certains domaines. La mention réussie est attribuée à un employé qui fait constamment preuve de comportement efficace dans des situations quotidiennes typiques et qui ne commet que rarement des erreurs. Les écarts n'ont qu'un impact minimal sur l'équipe. La cote réussi plus est donnée lorsqu'un employé fait constamment preuve de comportement efficace dans diverses situations, plus qu'au quotidien. Des écarts sont toujours possibles, mais ils sont très rares et n'ont qu'un impact minime sur l'équipe. Et la cote surpassée est donnée lorsqu'un employé fait constamment preuve de comportement efficace dans un large éventail de situations très difficiles. L'employé est un modèle. Cette page présente des exemples du Secrétariat du Conseil du Trésor pour chacune des cotes des compétences essentielles. Un lien à la fin de cette présentation vous renvoie à leur page intranet afin que vous puissiez prendre le temps de les assimiler. N'oubliez pas que vous évaluez en tenant compte de la fréquence et des types de situations. Un exemple de n'a pas atteint est celui d'un employé qui a généralement du mal à manifester des comportements efficaces. Un exemple de réussi moins est lorsque l'employé a une certaine difficulté à manifester des comportements efficaces. Les lacunes peuvent avoir une incidence négative sur le travail de l'équipe. Lorsqu'on attribue la cote réussie, l'employé apporte une solide contribution et a une incidence positive sur l'équipe, et ce, de façon générale. L'employé manifeste constamment des comportements efficaces dans les situations typiques. Réussi plus est attribué lorsque l'employé apporte une solide contribution et a une incidence fortement positive sur l'équipe. Lorsqu'on attribue la cote surpassée, on fait référence à un employé qui apporte une contribution exceptionnelle et constitue un modèle de comportement efficace dans une grande diversité d'actions quotidiennes, dans la prise de décision et dans des situations comportant de très grands défis. L'employé est un modèle. Cette page présente les définitions de chacune des quatre compétences essentielles qui s'appliquent à tous les employés de la fonction publique.
faire preuve d'intégrité et de respect, réflexion approfondie, travailler efficacement avec les autres et faire preuve d'initiative et être orienté vers l'action. Chaque compétence essentielle est associée à des indicateurs comportementaux. Le lien vers une version plus détaillée fournie par le secrétariat du Conseil du Trésor se trouve à la fin de cette présentation. Nous vous invitons à vous y référer et de prendre le temps de bien les assimiler. Cette page permettra de guider les équipes de gestion dans leur discussion sur les compétences essentielles. Quels comportements efficaces ont le plus grand effet positif sur vos opérations et quelle importance devrait-on y accorder? Est-ce que chaque gestionnaire peut donner un exemple relativement à l'utilisation de comportements efficaces dans lequel une compétence a été fortement démontrée et un exemple dans lequel une compétence faisait clairement défaut? Est-ce possible qu'un employé ayant de sérieux problèmes à démontrer certains comportements attendus ne soit pas parvenu à démontrer qu'il possède une compétence donnée, mais obtienne quand même la cote réussi ou réussi plus? Si oui, dans quelles circonstances? Et pour obtenir la cote réussie, est-ce suffisant de ne pas manifester de mauvais comportements? Ou doit-il y avoir des exemples concrets de bons comportements? En résumé, vos discussions doivent porter sur les 4 domaines principaux suivants. Contexte opérationnel. Comment le contexte opérationnel peut-il influer sur la manière dont vous évaluez le rendement individuel ou envisagez la réussite? Approche et problèmes courants. Il s'agit de vérifier certaines de nos hypothèses et de nos préjugés et de voir comment ils peuvent influer sur l'évaluation. Application de l'échelle de cotation pour les objectifs de travail. Il s'agit de parvenir à une compréhension commune de la différence entre réussi et réussi plus et l'ensemble des cotes. Application de l'échelle de cotation pour les compétences essentielles. Les équipes de gestion doivent avoir une compréhension commune des 4 compétences essentielles et des comportements attendus en rapport avec les compétences. Les discussions préalables doivent se tenir avant les évaluations du rendement de fin d'exercice des employés, soit au plus tard au début du mois de mars. Là encore, nous visons la cohérence, l'équité et la transparence. Toutes les ressources de cette présentation se trouvent dans la section Fin d'exercice de notre site intranet sur la gestion du rendement. Vous y trouverez notamment un enregistrement de cette présentation, des fiches d'information, une description ainsi que de la formation sur les préjugés inconscients et plus encore. Nous vous encourageons également fortement à visionner la courte vidéo sur la tenue d'une conversation d'évaluation de fin d'exercice qui débute par les discussions préalables à l'examen du rendement et à l'attribution des cotes, suivie d'un exemple d'un gestionnaire et de ses employés tenant des conversations de fin d'exercice. De plus, notre site intranet comprend de nombreuses ressources qui aideront les gestionnaires et les employés à mener les évaluations de fin d'exercice, y compris les étapes de l'évaluation du rendement pour les gestionnaires, la façon de mener des discussions sur le rendement à distance, des conseils pour rédiger des commentaires efficaces, des stratégies pour mener des conversations difficiles, les mesures à prendre par les employés pour se préparer aux conversations de fin d'exercice et de procéder à une auto-évaluation, des formations recommandées et bien plus encore.
Une fois que vous aurez tenu vos discussions préalables, servez-vous des ressources à votre disposition pour bien vous préparer aux évaluations de vos employés. Demandez-leur de s'y préparer et ajoutez à votre calendrier et à celui de vos employés vos rencontres de fin d'exercice en tenant compte de la date limite pour les documenter dans l'application GRFP. Une communication à cet effet sera envoyée sous peu. N'hésitez pas à nous joindre en utilisant l'adresse électronique figurant au bas de cette page et nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Au plaisir!